J'en ai assez que l'on me demande comment tirer le meilleur parti de mes employés. C'est vraiment ce que vous voulez? Ils sont comme une serviette qu'il faut essorer et tirer le meilleur d'eux. Pourquoi, lorsque quelqu'un a des problèmes de performance au travail, notre instinct nous pousse-t-il à dire « vous êtes viré ». Le leadership est une compétence comme une autre, une compétence praticable qui s'apprend. La vulnérabilité signifie que vous créez un environnement dans lequel quelqu'un se sent suffisamment en sécurité pour lever la main et dire « je ne sais pas ce que je fais ». Le joueur infini ne joue pas pour être numéro 1 chaque jour, avec chaque produit. Il joue pour surpasser la concurrence. Il y a deux choses que les grands leaders doivent posséder. Connaissez-vous le moyen le plus rapide pour détruire la confiance et la coopération dans une entreprise, littéralement en une journée? Pour une raison ou une autre, notre monde du travail a changé au cours des 20-30 dernières années. Nous subissons les effets secondaires des théories économiques héritées des années 80 et 90. Et ces théories sont mauvaises pour les personnes et mauvaises pour les entreprises. Permettez-moi de vous donner un exemple. Je suis gêné d'avoir une carrière. Je parle de choses comme la confiance et la coopération, et il ne devrait pas y avoir de demande pour mon travail. Mais le fait est qu'il y a une demande pour mon travail, ce qui signifie qu'il y a une opportunité. Cela signifie que la confiance et la coopération ne sont pas encore la norme dans nos organisations, alors qu'elles devraient l'être. Nous le savons, et c'est pourquoi nous cherchons des moyens d'apporter ces éléments à nos organisations. J'ai donc pensé faire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous vous adressez à des dizaines de milliers de personnes et que vous avez l'occasion de partager un message, bien sûr, la plupart des gens rationnels diraient « choisissons quelque chose dont j'ai déjà parlé maintes reprises et pour lequel je suis très doué. Mais je ne suis pas normal. Je vais donc faire quelque chose de complètement nouveau. Et j'espère que ça va marcher. » Je pense que les grands dirigeants ont besoin de deux choses. L'empathie et la perspective. Et je pense que ces deux choses sont très souvent oubliées. Les dirigeants sont si souvent concernés par leur statut ou leur position dans l'organisation qu'ils oublient leur véritable travail. Et le véritable travail d'un dirigeant n'est pas de diriger. Il s'agit de prendre soin de ceux dont on a la charge. Je ne pense pas que les gens s'en rendent compte, et je ne pense pas que l'on s'entraîne pour cela. Lorsqu'on est junior, notre seule responsabilité est d'être bon dans notre travail. C'est tout ce que nous avons à faire. Et certaines personnes font des études supérieures pour être vraiment bonnes dans leur travail, en tant que comptable ou autre. On se présente, on travaille dur, et l'entreprise nous donne des tonnes et des tonnes de formations sur la façon de faire notre travail. Elle nous montre comment utiliser le logiciel, elle nous envoie quelques jours à l'extérieur pour nous former à ce que nous faisons pour l'entreprise. Puis elle attend de nous que nous soyons bons dans notre travail. Et c'est ce que nous faisons. Nous travaillons très dur, et si vous êtes bon dans votre entreprise, vous serez promu. À un moment donné, vous serez promu à un poste où vous serez responsable des personnes qui font le travail que vous faisiez auparavant. Mais personne ne nous montre comment faire. C'est la raison pour laquelle nous avons des managers et non des leaders. La raison pour laquelle les managers font du micromanagement, c'est qu'ils savent faire le travail mieux que nous. C'est ce qui leur a permis d'être promus. En réalité, ce que nous devons faire, c'est passer par une transition. Certains y parviennent rapidement, d'autres y parviennent lentement, et malheureusement, certaines personnes ne feront jamais cette transition. Nous devons donc passer par cette transition qui consiste à être responsable du travail, puis à le confier à quelqu'un qui est maintenant responsable des personnes qui sont responsables du travail. Et comme je l'ai déjà dit, l'une des grandes lacunes de la plupart de nos entreprises est qu'elles ne nous apprennent pas à diriger. Or, le leadership est une compétence, comme une autre, une compétence praticable, qui s'apprend et qui se travaille. C'est comme un muscle. Si vous le pratiquez tous les jours, vous deviendrez bon et vous deviendrez un leader fort. Si vous arrêtez de vous entraîner, vous deviendrez un leader faible. Comme pour la parentalité, tout le monde a la capacité d'être parent. Cela ne veut pas dire que tout le monde veut être parent, et cela ne veut pas dire que tout le monde devrait être parent. Il en va de même pour le leadership. Nous avons tous la capacité d'être un leader. Cela ne veut pas dire que tout le monde devrait être un leader, et cela ne veut pas dire que tout le monde veut être un leader. La raison en est que cela implique de grands sacrifices personnels. N'oubliez pas, vous n'êtes plus responsable. Vous êtes responsable des personnes dont vous avez la charge. Cela signifie que lorsque tout va bien, vous devez donner tout le crédit. Et quand tout va mal, vous devez assumer toute la responsabilité. Ça craint, n'est-ce pas? C'est comme rester tard pour montrer à quelqu'un ce qu'il doit faire.
C'est aussi le cas lorsque quelque chose se casse, lorsque quelque chose ne va pas. Au lieu de crier, de hurler et de prendre le contrôle, vous dites « Essayez encore ». Lorsque les pressions écrasantes ne sont pas sur eux, les pressions écrasantes sont sur nous. En fin de compte, les grands dirigeants ne sont pas responsables du travail. Ils sont responsables des personnes qui sont responsables du travail. Ils ne sont même pas responsables des résultats. J'adore parler aux PDG et leur demander quelle est leur priorité. Ils mettent fièrement leurs mains sur les hanches et répondent « Ma priorité, c'est mon client ». Je leur réponds « Vraiment ? Vous n'avez pas parlé à un seul client depuis 15 ans ». Aucun PDG sur la planète n'est responsable du client. Ils sont responsables des personnes, qui sont responsables des personnes, qui sont responsables du client. Je vais vous raconter une histoire vraie. Il y a quelques mois, j'ai séjourné au Four Seasons à Las Vegas. C'est un hôtel merveilleux. Et la raison pour laquelle c'est un hôtel merveilleux n'est pas due au lit de luxe. N'importe quel hôtel peut acheter un lit de luxe. La raison pour laquelle c'est un hôtel merveilleux, c'est pour les gens qui y travaillent. Lorsque vous croisez quelqu'un au Four Seasons et qu'il vous salue, vous avez l'impression qu'il voulait vraiment vous saluer. Ce n'est pas parce que quelqu'un lui a dit qu'il fallait saluer tous les clients. Vous sentez qu'il s'intéresse à vous. Dans le hall d'entrée, il y a un stand de café. Un après-midi, je suis allé acheter une tasse de café. C'est un barista du nom de Noah qui m'a servi. Noah était fantastique. Il était sympathique et amusant, et il s'engageait avec moi. J'ai pris beaucoup de plaisir à acheter une tasse de café. En fait, je lui ai donné un pourboire de 100%. Il était merveilleux. Alors, comme c'est mon habitude, j'ai demandé à Noah, « Aimez-vous votre travail ?» Sans réfléchir une seconde, Noah a dit, « J'adore mon travail. » J'ai donc poursuivi, j'ai demandé, « Que fait le Four Seasons pour que vous me disiez, j'adore mon travail ?» Sans hésiter, Noah m'a répondu que tout au long de la journée, les responsables passent devant moi et me demandent comment je vais, si j'ai besoin de quelque chose pour mieux faire mon travail. Il a précisé qu'il ne s'agit pas seulement de son responsable, mais de n'importe quel responsable. Puis il a dit quelque chose de magique. Il m'a dit, je travaille aussi au Caesars Palace. Et au Caesars Palace, les directeurs essayent de s'assurer que nous faisons tout correctement. Ils nous attrapent quand nous faisons quelque chose de mal. Il me dit, lorsque je travaille là-bas, j'aime garder la tête sous le radar et me contenter de passer la journée pour toucher mon salaire. Il a dit qu'ici, au Four Seasons, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même. Même personne, mais une expérience totalement différente pour le client qui interagit avec Noah. En tant que dirigeants, nous critiquons toujours les gens. Nous disons toujours qu'il faut faire monter les bonnes personnes dans le bus. Nous devons remplir nos équipes et trouver les bonnes personnes. Mais en réalité, ce ne sont pas les personnes qui sont en cause, c'est le leadership. Si nous créons le bon environnement, nous aurons des gens comme Noah au Four Seasons. Si nous créons le mauvais environnement, nous aurons des gens comme Noah au Caesars Palace. Ce ne sont pas les personnes. Et c'est si rapide d'embaucher et de licencier. Vous ne pouvez pas embaucher et licencier vos enfants s'ils ont des difficultés. Nous ne leur disons pas, si vous ne réussissez pas à l'école, vous serez adopté. Alors pourquoi, lorsque quelqu'un a des problèmes de performance au travail, notre instinct nous pousse-t-il à dire qu'il n'a plus rien à faire ici? Nous ne pratiquons pas l'empathie. À quoi ressemble l'empathie? Voici un exemple de manque d'empathie. Cela est courant dans le monde des affaires. Vous entrez dans le bureau de quelqu'un ou quelqu'un entre dans le vôtre et dit « Vos chiffres sont en baisse pour le 3e trimestre consécutif. Vous devez les relever, sinon je ne peux pas garantir ce que l'avenir vous réserve. » À quel point pensez-vous que cette personne sera motivée pour venir travailler le lendemain? Voici à quoi ressemble l'empathie. Vous entrez dans le bureau de quelqu'un et vous dites « Vos chiffres sont en baisse pour le 3e trimestre consécutif. Est-ce que ça va? Je suis inquiet pour vous. Que se passe-t-il? Nous avons tous des problèmes de performance. Peut-être que l'enfant de quelqu'un est malade, peut-être qu'ils ont des problèmes dans leur mariage, peut-être que leur parent est mourant. Nous ne savons pas ce qui se passe dans leur vie. Et bien sûr, cela affecte leur performance au travail. L'empathie, c'est s'inquiéter pour l'être humain, pas seulement pour les résultats. D'une manière ou d'une autre, le monde du travail a changé ces 20 et 30 dernières années. Nous souffrons des effets secondaires des théories économiques héritées des années 80 et 90, qui sont mauvaises pour les gens et mauvaises pour les affaires. Laissez-moi vous donner un exemple. Le concept de la suprématie des actionnaires est une théorie proposée à la fin des années 1970 et elle a été popularisée dans les années 80-90. Elle est devenue la norme aujourd'hui.
Si vous parlez à n'importe quelle entreprise publique et que vous lui demandez sa priorité, elle dira « maximiser la valeur pour les actionnaires ». Vraiment, c'est comme si un coach priorisait les besoins des supporters plutôt que ceux des joueurs. Comment bâtir une équipe gagnante avec ce modèle? Mais c'est devenu normal aujourd'hui. Nous ne percevons même plus cela comme étant cassé, défectueux, faux ou dépassé. Rappelez-vous, les années 80 et 90 étaient des années de prospérité avec une paix relative et une guerre froide, plus douce et plus gentille. Plus personne ne pratiquait les exercices de se cacher sous les bureaux à l'école. Nous ne sommes plus dans ces temps-là. Ce ne sont plus les années de prospérité. Ce ne sont plus des temps de paix. Et ces modèles ne peuvent plus fonctionner aujourd'hui. Voici un autre exemple. Les licenciements massifs. Utiliser les moyens de subsistance des gens pour équilibrer les comptes. C'est devenu si courant que nous ne réalisons même pas à quel point c'est destructeur et néfaste, non seulement pour les êtres humains, mais aussi pour les affaires. Les entreprises parlent de construire la confiance et la coopération, puis elles annoncent une vague de licenciements. Connaissez-vous la façon la plus rapide de détruire la confiance et la coopération dans une entreprise en une journée? Licencier des gens. Et tout le monde aura peur. Imaginez envoyer quelqu'un chez lui en disant « Chérie, je ne peux plus subvenir aux besoins de notre famille parce que l'entreprise n'a pas atteint ses objectifs arbitraires cette année. » Et oubliez les personnes qui ont perdu leur emploi. Pensez à ceux qui l'ont gardé, car chaque décision prise par une entreprise est un acte de communication. Et l'entreprise vient de communiquer à tout le monde. Ce n'est pas une méritocratie. Peu importe à quel point vous travaillez dur ou depuis combien de temps vous êtes ici, si nous manquons nos objectifs et que vous vous trouvez du mauvais côté du tableau, désolé. Nous ne pouvons pas garantir votre emploi. En d'autres termes, nous allons travailler tous les jours avec la peur. Et nous demandons à la jeune génération de travailler dans des environnements où il est impossible d'admettre « j'ai fait une erreur ». On nous dit constamment que nous devons être vulnérables. Les leaders doivent être vulnérables. Que signifie vraiment la vulnérabilité? Cela ne signifie pas que vous allez pleurer partout. Non, être vulnérable signifie créer un environnement où quelqu'un se sent suffisamment en sécurité pour lever la main et dire « je ne sais pas ce que je fais. Vous m'avez donné un poste et je n'ai pas été formé pour le faire. J'ai besoin d'aide. J'ai fait une erreur. J'ai tout gâché. J'ai peur. Je suis inquiet. » Toutes ces choses que personne n'admettrait jamais dans une entreprise parce que cela mettrait une cible sur votre dos en cas de nouvelle vague de licenciement. Alors nous gardons tout pour nous. Et comment une entreprise peut-elle fonctionner si personne n'est prêt à admettre qu'il a fait une erreur, ou qu'il a peur, ou qu'il ne sait pas ce qu'il fait? Nous avons littéralement créé des cultures dans lesquelles chaque jour tout le monde vient travailler, ment, se cache et trompe. Et nous demandons à la jeune génération de travailler, de réussir, de se trouver, de construire leur confiance, de surmonter leur addiction à la technologie et de nouer des relations solides au travail. Nous leur demandons de faire ça et ce sont les environnements que nous avons créés. Nous ne cessons de leur dire « vous êtes les leaders de demain, mais nous sommes les leaders d'aujourd'hui. Nous sommes aux commandes. Que faisons-nous » Voilà ce que signifie l'empathie. Cela signifie que si toute une génération est en difficulté, peut-être ce n'est pas eux le problème. C'est comme quand je dis « la seule chose constante dans toutes mes relations ratées, c'est moi ». Même chose ici. Eh bien, nous n'arrivons tout simplement pas à obtenir la bonne performance de nos employés. Peut-être que c'est vous, non? Ce n'est pas une question de génération. Ce n'est pas eux. Ils ne sont pas difficiles à comprendre ou compliqués. Ce sont des êtres humains, comme nous tous, qui essayent de trouver leur chemin, de travailler dans un endroit où ils ont le sentiment que quelqu'un se soucie d'eux en tant qu'être humain. D'ailleurs, c'est ce que nous voulons tous. En d'autres termes, ce n'est pas une question générationnelle. Cela concerne chacun d'entre nous. Voici ce qu'est la pratique de l'empathie. Si nous avons du mal à communiquer avec quelqu'un ou à l'aider à atteindre son meilleur potentiel, car oui, j'en ai assez que les gens me demandent « Comment tirer le meilleur de mes employés? Vraiment, c'est ce que vous voulez? Comme une serviette les essorer pour obtenir le maximum d'eux? Non. Comment puis-je aider mes employés à atteindre leur plein potentiel naturel? » C'est ça la vraie question. Nous ne pratiquons pas l'empathie. Nous devons commencer à pratiquer l'empathie et comprendre ce que les autres peuvent traverser. Cela changera profondément les décisions que nous prenons et la manière dont nous voyons le monde. Vous conduisez pour aller au travail et quelqu'un essaye de s'insérer dans votre voie. Que faites-vous? Est-ce que vous avancez votre voiture ou vous la laissez passer? La plupart d'entre nous avancent notre voiture en disant « Attendez votre tour ».
Maintenant, pratiquons l'empathie. Peut-être qu'ils sont sans emploi depuis 6 mois, peut-être qu'ils ont eu des difficultés à préparer les enfants pour l'école ce matin et maintenant ils sont en retard pour un entretien très important et ils doivent absolument arriver à cet entretien. Alors ils vont s'insérer dans notre voie. Ou peut-être que ce sont juste des idiots, je ne sais pas. Mais c'est ça le point. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Et la pratique de l'empathie dirait, je vais le laisser passer et je vais conduire jusqu'au travail avec un retard d'une longueur de voiture. Nous n'avons pas toujours besoin d'avoir raison. Nous n'avons pas toujours besoin d'être aux commandes. Nous n'avons pas besoin d'être celui qui réussit. Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre. Et c'est là où j'en viens à mon deuxième point. Après l'empathie vient la perspective, où il s'agit de ne pas gagner ou de perdre. Dans la théorie des jeux, il existe 2 types de jeux. Il y a les jeux finis et les jeux infinis. Et c'est ainsi que vous allez changer votre perspective. Un jeu fini se définit par des joueurs connus, des règles fixes et un objectif convenu. Le baseball, par exemple. Nous connaissons les règles, nous sommes tous d'accord sur les règles, et celui qui a le plus de points à la fin de 9 manches est le vainqueur, et le jeu est terminé. Personne ne dit jamais « on peut juste jouer 2 manches de plus, je sais qu'on peut revenir ». Ça ne marche pas comme ça. Le jeu est terminé. C'est ça, un jeu fini. Ensuite, il y a les jeux infinis. Les jeux infinis se définissent par des joueurs connus et inconnus. Les règles sont changeables, et l'objectif est de maintenir le jeu en cours pour le perpétuer. Lorsque vous opposez un joueur fini à un autre joueur fini, le système est stable. Le baseball est stable, n'est-ce pas? Lorsque vous opposez un joueur infini à un autre joueur infini, le système est également stable. Comme la guerre froide, par exemple, car il ne peut y avoir ni vainqueur ni perdant. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant dans un jeu infini. Ce qui finit par arriver dans la compétition infinie, c'est que les joueurs abandonnent quand ils n'ont plus la volonté ou les ressources pour jouer. Mais il n'y a ni gagnant ni perdant. Les problèmes surviennent quand vous opposez un joueur fini à un joueur infini, car le joueur fini joue pour gagner, et le joueur infini joue pour maintenir le jeu en cours. C'est ce qui nous est arrivé au Vietnam. Nous jouions pour gagner, et les Vietnamiens se battaient pour leur survie. Et ce sont nous qui nous sommes retrouvés embourbés. C'est l'Union soviétique en Afghanistan. Ils essayaient de battre les Moudjahidines, et les Moudjahidines se battaient aussi longtemps que nécessaire. Bourbier. Maintenant, regardons les affaires. Le jeu des affaires existe depuis bien avant toutes les entreprises qui existent aujourd'hui sur cette planète. Et il durera bien après la disparition de toutes les entreprises qui existent aujourd'hui sur cette planète. Il n'y a pas de victoire dans le jeu des affaires. Et la raison en est que nous n'avons pas convenu des règles. Cela me fait toujours rire. Vous réalisez combien d'entreprises ne savent même pas dans quel jeu elles se trouvent? Écoutez le langage des entreprises. Nous essayons de battre nos concurrents. Nous essayons d'être numéro 1. Savez-vous que nous avons été classés numéro 1? Regardez le classement. Basé sur quels critères? Revenus, bénéfices, part de marché, superficie, nombre d'employés? Basé sur quelle période? Un trimestre, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans? Je n'ai pas accepté ces critères. Comment pouvez-vous vous déclarer vainqueur? Comment pouvez-vous vous déclarer numéro 1 alors que personne d'autre dans le jeu n'a accepté ces règles? C'est arbitraire. Il n'y a pas de victoire parce qu'il n'y a pas de fin. En d'autres termes, les entreprises jouent des jeux finis. Écoutez leur langage. Elles essayent de battre leur concurrence. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Ce sont les dirigeants d'entreprises qui comprennent le jeu dans lequel ils se trouvent et qui organisent leurs ressources et leurs décisions autour des jeux infinis qui surpassent et frustrent leurs concurrents. Toutes les entreprises que nous considérons comme des exceptions, comme Southwest Airlines, Apple, Harley-Davidson, sont des exceptions. Non, elles jouent au jeu infini, elles frustrent leur concurrence. C'est ce qui se passe. C'est ce qui arrive parce qu'elles ne jouent pas pour gagner. Jim Singal, le fondateur de Costco, qui est la seule entreprise qui donne vraiment du fil à retordre à Walmart, dit que les entreprises publiques cherchent à réussir pour le trimestre, alors que nous, pour les 50 prochaines années. Vous l'entendez, ils jouent le jeu infini. J'ai parlé lors d'un sommet de leadership chez Microsoft. J'ai également parlé lors d'un sommet de leadership chez Apple. Maintenant, chez Microsoft, à l'époque de Steve Ballmer, 70% des cadres passaient environ 70% de leur présentation à parler de comment battre Apple. Lors du sommet d'Apple, 100% des cadres
passaient 100% de leur présentation à parler de comment aider les enseignants à enseigner, comment aider les élèves à apprendre. L'un était obsédé par la concurrence, l'autre était obsédé par son avenir. À la fin de ma présentation chez Microsoft, ils m'ont offert un cadeau. Ils m'ont donné le nouveau Zune, qui était le concurrent de l'iPod Touch à l'époque. Et je dois dire que cette pièce de technologie était spectaculaire. Elle était magnifique. L'interface utilisateur était incroyable. Le design était époustouflant. C'était intuitif. C'était l'une des pièces de technologie les plus belles et élégantes que j'avais jamais vues. Mais elle ne fonctionnait pas avec iTunes, ce qui est un autre problème. Je ne pouvais pas l'utiliser. Mais c'est une autre histoire. Je suis dans un taxi avec un cadre supérieur d'Apple et je décide de le provoquer légèrement. Je me tourne vers lui et je lui dis « Vous savez, j'ai parlé à un sommet chez Microsoft et ils m'ont donné leur nouveau Zune. Et je dois vous dire, il est tellement meilleur que votre iPod Touch. » Il s'est tourné vers moi et a dit « Je n'en doute pas. » Conversation terminée. C'est parce que le joueur infini ne joue pas pour être numéro 1 chaque jour avec chaque produit. Il joue pour surpasser la concurrence. Si j'avais dit à Microsoft, j'ai le nouvel iPod Touch, il est tellement meilleur que votre nouveau Zune, ils auraient dit, pouvons-nous le voir? Que fait-il? Nous devons le voir. Parce que l'un est obsédé par sa concurrence, l'autre est obsédé par la raison pour laquelle ils font ce qu'ils font, et par là où ils vont. Et la raison pour laquelle Apple frustre ses concurrents est qu'en secret, ils ne sont même pas en compétition contre eux. Ils sont en compétition contre eux-mêmes. Et ils comprennent que parfois vous êtes un peu en avance, parfois un peu en retard. Parfois votre produit est meilleur, parfois il ne l'est pas. Mais si vous vous réveillez chaque matin en vous battant contre vous-même, en vous demandant « Comment puis-je améliorer nos produits par rapport à hier? Comment puis-je mieux m'occuper de mes clients qu'hier? Comment puis-je faire avancer notre cause plus efficacement et de manière plus productive qu'hier? Comment puis-je trouver une nouvelle solution pour faire progresser notre mission, notre cause, notre raison d'être, notre pourquoi chaque jour ?» Ce que vous constaterez, c'est qu'avec le temps, vous serez probablement plus souvent en avance. Ceux qui jouent le jeu infini comprennent que ce n'est pas une question de bataille, mais de guerre. Et ils ne jouent pas pour gagner tous les jours. Et ils frustrent leur concurrence jusqu'à ce que celle-ci abandonne. Chaque faillite, presque chaque fusion et acquisition est essentiellement une entreprise qui dit « Nous n'avons plus la volonté ni les ressources pour continuer à jouer. Et nous n'avons d'autre choix que de sortir du jeu ou de fusionner nos ressources avec un autre joueur pour pouvoir rester dans le jeu. » Voilà ce que c'est. Et si vous réfléchissez au nombre de faillites, de fusions et d'acquisitions, c'est en quelque sorte la preuve que la plupart des entreprises ne savent même pas dans quel jeu elles se trouvent. Vous voulez être un grand leader? Commencez par l'empathie. Vous voulez être un grand leader? Changez de perspective et jouez le jeu que vous êtes réellement en train de jouer. Merci beaucoup.